Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée de restitution de l'expérience romainvilloise, mais bien au-delà de cette expérimentation, on va essayer de voir comment on peut oser une révolution délicieuse, monter en gamme, changer d'échelle. Romainville, c'est 320 repas par jour. La restauration collective en France, c'est 7,3 milliards de repas par jour. On a un peu de marge. Je suis ravie d'être là pour passer les plats. Bon, et je vais arrêter les jeux de mots autour de la restauration collective. Très vite. Moi, on m'a dit voir grand, aller vite, mais commencer petit. C'est en substance qu'on m'a dit quand on m'a raconté ce qui se passait ici. Et pour moi, c'était une révolution. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas en contact avec une cantine depuis 40 ans à peu près. Et il y a 40 ans, on avait un service à table, des cantinières super sympas, et c'était bon, on se resservait plusieurs fois, on léchait nos assiettes. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé depuis 40 ans, mais apparemment, on est allé dans une voie de garage, une certaine impasse, et apparemment, là, ce qui se passe ici, ça peut être le début d'une bifurcation. Et comme j'ai écrit bifurquer par temps incertain, je vous avoue que les bifurcations, c'est très à la mode en ce moment. Donc, on va démarrer très vite. Cette première table ronde va être très technique, très pratico-pratique, parce que si vous, dans la salle, vous avez envie de faire la même chose, c'est maintenant que vous pourrez bénéficier de toutes les informations qu'il vous faut. Et sous vos applaudissements, nous allons accueillir alors Stéphane Dupré, conseiller municipal de Romainville en charge de la démocratie alimentaire. Vincent, Jennifer Diran, qui est formatrice accompagnante nutrition pour la SIC Nourrir l'avenir. Joé Henné, qui est le directeur général de la SIC Nourrir l'avenir, qui a accompagné Romainville dans son choix. Vincent Mercier, qui est directeur de la petite enfance et de l'éducation à la ville. Et Ludivine Flora, qui est responsable de la restauration à la ville. Merci à tous d'être là. Et alors, on va démarrer avec vous, Stéphane. En fait, tout ça, ça date, si on est là aujourd'hui, c'est parce que vous étiez un parent énervé il y a une dizaine d'années, parce qu'un jour, votre fille revient de l'école et elle dit « Ah, j'ai mangé du pain ». Ça a démarré comme ça, c'est ça ? Ça marche ou pas ? Alors, racontez-nous rapidement comment tout ça a démarré, si c'est bien. C'est pas qu'elle mangeait du pain, c'est qu'elle mangeait que du pain, quoi. C'était ça la problématique. C'est-à-dire que tout le reste, ça lui plaisait pas. Alors heureusement, c'est pas tous les jours non plus, hein, mais ça arrivait fréquemment. Elle aimait pas globalement ce qui était servi. Et donc au début, je me suis dit bon, ma fille est difficile. Voilà. Puis après, en discutant avec les autres parents à la sortie de l'école, on s'est rendu compte que voilà, c'était une problématique générale. Donc, je me suis engagé sur cette question-là. Pas tout seul, avec d'autres parents. Avec d'autres parents, évidemment. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, je me suis retrouvé un petit peu tout seul au début. Il y avait des parents qui voulaient s'engager, puis bon, finalement, ils n'avaient pas le temps, donc voilà. Et puis un jour, il y a Isabelle Breténier, qui habitait au Lilas, qui est venue, qui a déménagé à Romainville, qui a eu cette bonne idée, et du coup, qui a apporté une dynamique vraiment. Des compétences, parce qu'elle a fait on en parlera après peut-être plus tard, mais elle a fait une reconversion, elle est devenue diététicienne, et elle avait monté une association qui s'appelle Pas d'usine en cuisine, et dans laquelle des parents romainvillois, j'ai vu il y avait Franck tout à l'heure, voilà, et d'autres ont rejoint, donc il y a eu quelque chose qui s'est mis en place sur la ville. Et aujourd'hui, vous êtes élu ? Voilà, donc je suis élu, bon, ça fait depuis 2014, hein, avant j'étais dans l'opposition municipale. Donc c'est pareil, je me battais contre ce qui existait, puis contre l'ancienne majorité par rapport à cette question-là. J'essayais au conseil municipal, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'aborde pas la question de la cantine scolaire, bizarrement, dans les conseils municipaux. Donc j'essaie toujours de trouver un point d'accroche pour pouvoir en parler, et puis voilà, polémiquer, mettre le sujet sur la table. Sur la qualité et sur aussi les barquettes plastiques, qui est un gros sujet aussi. Voilà, c'est servi actuellement les cuisines centrales servent dans des barquettes en plastique, on réchauffe dans les offices, et c'est un gros problème de santé publique parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui migrent vers les aliments, donc ça crée des maladies. J'ai appris comme ça en militant qu'un tiers d'obésité c'était dû aux perturbateurs endocriniens.
Donc voilà, donc c'est tout un C'est une révolution culinaire, mais aussi environnementale, ouais, sanitaire, économique. Voilà. On va en parler tout l'après-midi. Mais donc politiquement, en fait, vous avez trouvé un élu, un maire qui a matché avec le sujet. Comme beaucoup de citoyens, on attendait une alternance et je me suis engagé au municipal de 2020, réengagé, et grâce en partie à François Dechy, qui a été le leader, voilà, on a remporté les élections, donc on a pu mettre en application le projet. Et là, c'est vrai qu'on est en phase tous les deux de réimplanter les cuisines dans les écoles et de faire de la qualité, faire du bio, du saison, du local, voilà, respect de la saisonnalité, le plus local possible. C'est pas facile dans l'Île-de-France, mais bon, voilà, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Et on est accompagné par une loi, la loi Egalim, qui a de toute façon demandé à ce qu'il y ait du bio dans les cantines. Mais c'est pas tant la révolution, là, c'est vraiment de réinstaurer un lien entre le cuisinier, la cuisine, le personnel et les enfants qui sont les premiers concernés. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a la relation humaine qui compte beaucoup entre l'équipe qui cuisine, qui prépare les repas, et puis les enfants qui sont là. On le voit bien là maintenant à Maryse-Bastier. J'y vais. Voilà, de temps en temps, et on voit que les enfants, maintenant, ils ont identifié Samuel, ils ont identifié les cuisinières. Moi, je dis que c'est des cuisinières maintenant, même s'il n'y a pas de... Je ne sais pas quelles ont été leurs formations professionnelles, mais en tout cas, elles cuisinent comme elles le font à la maison, elles cuisinent bien, et on a pu le constater tout à l'heure avec le repas, c'était oui, délicieux. Nous sommes quelques privilégiés heureux, de grands enfants, on va dire, avoir eu droit à manger ce qu'il y avait à la cantine aujourd'hui. Et c'est vrai que les enfants étaient ravis, et nous aussi. On s'y est servi plusieurs fois. Tout à fait. J'ai vu qu'effectivement, il y en a qui se sont servis plusieurs fois. C'est vrai, c'était appétissant. Il y avait à la fois de plats à base carné, animal, et plats végétal. Voilà. Totalement de végétatou. Voilà. On ne dit pas végétarien, on dit végétatou. Voilà, ça c'est le terme d'Isabelle, la formule d'Isabelle. Et voilà, donc ça aussi, c'est un des objectifs, c'est un objectif plus global de consommer moins de viande. Ça ne veut pas dire forcément ne plus en consommer, mais en consommer moins et remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Par des alternatives, c'est possible. On en parlera aussi. Alors, pour vous accompagner dans cette aventure à Romainville, vous avez fait appel à une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui s'appelle Nourrir l'avenir. Et c'est Joey Henné qui la préside et qui va nous raconter un petit peu en quoi tout cela fait office de révolution. Oui, bonjour à tous. D'abord, je ne préside pas la SIC Nourrir l'avenir. Directeur, pardon. T'as mal lu tes notes. Du coup, c'est Isabelle Bretonnier, qui est présidente de la SCIC et donc qui est à l'initiative quand même de tout ça, parce qu'elle a milité pendant des dizaines d'années à Romainville, elle a labouré le terrain pour faire en sorte que François Dechy soit élu et porte ce projet ici. Et donc, moi j'ai un rôle de direction, enfin c'est plus de la coordination, animer le réseau. Donc c'est un réseau qui est issu du collectif Les Pieds dans le Plat. Donc c'est un collectif de cuisiniers, de diététiciens qui ont été rejoints plus récemment par aussi des ingénieurs, des consultants, des philosophes, enfin il y a même des écrivains, des poètes peut-être même. Et donc notre sujet c'est transformer des cantines en 100% fait maison, bio local. Donc c'est un sujet très technique, opérationnel, de terrain, mais c'est aussi un sujet très politique. Donc à la base, à l'essence du collectif Les Pieds dans le Plat, il y a une charte qui est très politique, c'est-à-dire que c'est des personnes de terrain qui savent exactement ce qu'ils font politiquement. Alors ils ne savent pas forcément très bien le dire ou l'exprimer de manière, on va dire, politiquement correcte ou politiquement juste, avec des mots très calibrés, etc. Et donc moi, si je suis là, en tant que directeur, là, parler 5 minutes de ça, c'est parce que j'ai appris un peu à utiliser des mots... on va dire, je suis fils de paysan cuisinier, mais donc j'ai fait des études qui ont fait que j'ai appris à être un peu l'avocat des personnes qui, avant, quand je suis arrivé, n'étaient pas prises au sérieux, ni par les politiques, ni par les techniciens, ni par des ingénieurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en travaillant avec eux, que ce qu'ils faisaient, ça avait un sens politique très profond et conscientisé chez eux. Et donc, en plus, c'est pas du discours, c'est de l'action, quoi. C'est le faire. Donc, c'est une révolution qui est pas juste dans Yaka, Faucon. C'est non, on le fait tout de suite. Non, on l'a mangé tout à l'heure, on est en train de le digérer. C'est une question ?
Non. Mais pour nous donner justement un peu de hauteur, en quoi transformer l'assiette des enfants est quelque chose de politique? Est-ce que tu peux déplier un petit peu ça? Déjà, c'est politique parce que ça concerne quasiment tout le monde. Ça met en mouvement l'ensemble de la société. Donc, Marcel Mauss, il appelle ça un fait social total. C'est-à-dire, c'est un fait social, c'est la cantine, ça paraît banal. Mais en fait, quand on la transforme, on se rend compte que ça met en mouvement toute la société. Donc, il y a les parents, il y a les cuisiniers, il y a les enfants, il y a les élus, il y a les gestionnaires, il y a les paysans, bien sûr, il y a les animateurs du temps repas. Et donc, en fait, quand on veut transformer une cantine, on est obligé de coordonner tous ces gens-là. Et il faut qu'ils se mettent d'accord autour d'une table pour se dire « mais comment on veut nourrir les enfants ?» Et donc, c'est un sujet passionnant, très politique, et c'est dans l'action, quoi. Et donc, c'est là aussi où la révolution délicieuse, c'est une façon de faire la révolution, mais incarnée. C'est-à-dire, c'est faire de la politique, mais incarnée. Donc on n'est pas dans des grandes théories politiques, même si on n'échappe pas à la théorie, bien sûr. Ce qu'on fait dans la pratique, c'est penser politiquement. On fait de l'éducation populaire, de l'éducation politique, mais en cuisinant. Et ça engage beaucoup d'acteurs de la société, les agriculteurs, ceux qui vont gérer les déchets derrière. On est sur le goût aussi, l'éducation au goût, la santé, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment, ça englobe énormément de choses. Oui, tous ces sujets qui vont être abordés donc, par les faiseurs eux-mêmes dans les tables rondes. Vous, la SIC, aujourd'hui, vous accompagnez combien de collectivités? Vous accompagnez au niveau national, au niveau local? Ouais, on est un réseau national qui devient international de plus en plus. Et on compte plutôt en nombre de personnes formées. Donc là, on est à 7500 depuis 10 ans donc, que le collectif existe. Donc la SKIC a été créée il y a 2 ans. C'est juste pour faire un tandem entre un bras armé opérationnel et le collectif qui peut maintenant se concentrer sur un travail d'éducation politique, de plaidoyer politique. Donc les deux sont indissociables. C'est vraiment un tandem. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Si on fait des choses sur le terrain, mais que ce n'est pas inséré dans une grande histoire politique, ça a très peu de sens. Et inversement, si on parle de politique, mais qu'on ne fait rien sur le terrain, bon, ça manque de sérieux, quoi. Donc voilà, c'est ce que ça permet de dire. Merci Joé. Est-ce qu'on ne passerait pas à la restitution de l'expérimentation en tant que telle, qui est en vigueur donc, depuis le mois de janvier, je crois. Ça fait donc plusieurs mois de recul que vous avez. Et c'est Vincent Mercier qui va nous aider, donc le directeur de la petite enfance et de l'éducation, qui va nous raconter un petit peu ce que vous avez pu voir, traduire, dans cette expérimentation, et ça démarre avec une méthodologie. Vincent, c'est à vous. Alors oui, on va vous raconter à 2 voix avec Jennifer Diran, l'histoire de la création de cette cuisine qui a démarré par l'intervention de Nourrir l'avenir sur une étude de faisabilité qui a été coordonnée par Madame Diran, donc qui va intervenir pour cette partie-là. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, cette expérimentation qui a débuté là, de façon pratique en janvier, elle a débuté en fait en janvier 2021 quasiment, puisque la partie diagnostic, étude de faisabilité a été faite à ce moment-là. Effectivement, on a eu une méthodologie qu'on a appliquée, qu'on peut appliquer dans d'autres collectivités, même si toutes ne se ressemblent pas forcément. Et notre travail part vraiment de ces phases de diagnostic. Je précise bien diagnostic, on n'audite pas, on ne va pas être un bureau d'études, on ne décerne pas de notes, il n'y a pas de bons élèves ou de mauvais. On est juste là pour déjà aller à la rencontre des équipes, voir ce qui se fait, ce dont les équipes disposent pour travailler et être vraiment sur du pratico-pratique. Comme Joey l'a dit, la Nourrir l'avenir, les pieds dans le plat, ce sont des professionnels. Donc les connaissances que nous avons aujourd'hui sont des connaissances empiriques. Et elles valent autant que des connaissances d'experts, voire plus. Parce qu'avec la force de ce réseau, c'est de pouvoir dire attends là, sur ça je ne suis pas sûre, mais derrière il va y avoir une vingtaine de cuisiniers qui vont pouvoir épauler, etc. Donc les diagnostics, à Romainville, ça s'est fait de cette façon-là. Ça a été tout simplement d'aller rencontrer, visiter l'ensemble des lieux de restauration, donc on appelait des offices de restauration, pour déterminer dans quelle école était la plus opportune, on va dire, pour pouvoir développer une cuisine, tout simplement.
Il y a eu quelque chose d'important aussi, c'était un prérequis. La mairie avait décidé que cette expérimentation, vous l'avez dit tout à l'heure, allez vite, allez loin, mais commencez peut-être petit. C'est-à-dire l'expérimentation devait être faite sur un seul site. C'était un choix qui avait été fait et un choix qui, à mon sens, est hyper pertinent. Alors courageux d'une part parce que ça présuppose de faire un petit peu des mécontents. Je suppose que tous les Romainvillois auraient aimé avoir cette cantine, c'est humain. Mais techniquement, qui permet de faire un cas d'école sans faire de jeu de mots et puis d'essaimer ensuite plus facilement. Donc c'était un choix très intéressant qui nous allait, avec lequel on a été en accord, ça tombait bien dès le départ. Donc il a fallu visiter toutes les écoles pour s'arrêter sur Maryse-Bastier. Parce que quand bien même, aller loin, donc on a aussi, lors de ce diagnostic, fait aussi des petits plans sur la comète sur là, ok, là c'est évident que ça va être Maryse-Bastier. Pour autant, là vous avez déjà des trucs qui sont pas trop mal, c'est moins facile, mais là c'est très difficile. Vous voyez, on a déjà, voilà, pour les années futures, je l'espère, des petits points qui sont déjà établis. Donc, partie de ces visites-là, la partie vraiment études, c'est des points qui sont assez simples, mais je pense qu'on les a peut-être après. Ça va être de déterminer sur le slide suivant, non, je sais pas, peu importe. Ça va être de déterminer les besoins techniques et matériels. Donc là, évidemment, moi je suis pas seule quand je fais ça. De toute façon, les visites ont été effectuées avec Jean-Marc Mouillac, qui est cuisinier, qui a beaucoup plus d'expérience que moi pour savoir où est-ce qu'on peut faire de la cuisine, évidemment. Donc ça va être de déterminer quels sont les besoins techniques et matériels. Là, dans le cas de Maryse-Bastier, un peu de travaux, d'aménagement. Donc on appelle ça, n'est-ce pas, de la programmation surfacique, on adore ce mot. Non, vraiment, c'était une chance, pareil, de travailler avec Jean-Marc, parce qu'il peut dire comme ça, oui, pour la chambre froide, il faut tant de mètres carrés, et il a raison. Donc connaissance empirique, mais ça fonctionne. Ensuite, bien sûr, évaluer le besoin, non seulement en ressources humaines, mais également en formation des personnels. Donc là, il y avait des besoins dans les deux cas, c'est-à-dire et de recruter et de former les personnels qui étaient déjà sur place. On va aller regarder également les éléments financiers, bien entendu. C'est une grosse partie du travail parce qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir en explosant les budgets. Un des points très très importants de notre méthodologie, c'est de réussir cette révolution du 100% bio, fait maison, local, bio, à coût constant, maîtrisé. Donc il s'agissait aussi de démontrer sur le papier, en tout cas, que c'était possible et qu'on allait être dans les clous, on va dire. À charge ensuite de le mettre en œuvre. On le verra, je ne vous dévoile pas à la fin. D'où l'importance également d'être implanté au sein d'un quartier populaire, justement. Non, ça avait l'air d'être un prérequis aussi politique, ça. Oui, bien sûr, le quartier populaire, c'était évidemment très important. Maintenant, après, les éléments qu'on a étudiés financiers ne prenaient pas forcément en compte les recettes. Et ça, en tout cas, il n'y a pas eu d'impact évidemment sur les foyers dû au changement, bien entendu. Voilà ce qu'on a fait. On a pu présenter toutes ces idées ensuite consécutivement, il y a 2 ans à peu près, avant que les travaux démarrent. Il y a eu toute cette phase plus opérationnelle qui a pu commencer à ce moment-là. Donc le choix de Maryse-Bastier, vous l'avez dit, donc d'un quartier populaire, un endroit où il y avait déjà des équipes aussi qui avaient envie de participer au projet, donc qui était plutôt sympa. Une cuisine qui, pour ce qu'elle était utilisée à ce moment-là, c'est-à-dire office de réchauffe, était vraiment très vaste, donc un choix assez évident, des accès facilités, il y a toutes ces choses auxquelles il faut penser aussi pour les livraisons, etc. Et un besoin en travaux existants, mais quand même modéré. Voilà. Il ne s'agissait pas non plus de devoir tout refaire. Voilà. Et par contre, des équipements quasiment nuls, des équipements de cuisine très très basiques. Donc toutes ces choses-là aussi à équiper. On a ensuite également travaillé très tôt en amont dans cette étude de faisabilité, et ça c'est Madame Bretonnier qui l'a fait en sa qualité de diététicienne, sur les plans alimentaires et les menus. À savoir qu'on développe, ça sera certainement peut-être plus développé ensuite, sur des plans alimentaires territoriaux, saisonniers, etc. Donc c'était une partie aussi importante du travail de l'étude. Je vous l'ai dit assez rapidement, même si la cuisine n'a ouvert qu'en janvier, à partir de mai 2021, donc il y a 2 ans, il y a eu quand même un côté pratique qui a commencé avec des formations. Donc la formation initiale de 3 jours de l'ensemble des personnels.
On a eu de la sensibilisation, enfin voilà, beaucoup de choses autour du projet. Et 2 semaines qui ont été quand même cruciales, je pense, une fois que le chef de cuisine avait été recruté. 2 semaines d'immersion. L'immersion, mais je sais pas qu'il y aura des questions, ou qu'en tout cas on en reparlera, c'est vraiment la différence pour le collectif et Nourrir l'avenir de notre méthodologie. Au-delà des formations qui sont très intéressantes et nécessaires, c'est vraiment des périodes immersives où un cuisinier de Nourrir l'avenir travaille main dans la main, pas en surplomb, mais vraiment main dans la main avec les équipes sur une semaine complète pour travailler avec eux. Donc il s'agit de déterminer en amont quels seront les menus, faire les courses, etc. et passer une semaine au quotidien, du matin au soir, pas une heure par-ci par-là, à travailler avec eux pour effectuer l'ensemble des repas de la semaine et démontrer que c'est possible, donner des astuces. Ça a une partie, évidemment, c'est très formateur, mais c'est aussi fédérateur. Il y a des choses qui se jouent sur ces semaines-là, beaucoup plus humaines que sur une journée de formation, bien entendu. Vous parlez d'astuces, etc. Vous pouvez nous donner 2-3 exemples? Alors, je ne suis pas la cuisinière, mais évidemment, ça va être de la cuisine, moi j'aime bien appeler du bon sens, quoi. C'est-à-dire que on va pouvoir peut-être réutiliser certains restes de production, produire de façon intelligente pour faire des économies, pouvoir faire ces menus à protéines végétales de façon aussi appétissante pour les enfants, enfin plein de choses comme ça qui ne sont pas du tout évidentes et qui ne sont pas enseignées dans des CAP de cuisine, juste ça. Donc il n'y a aucune raison que les cuisiniers aient ces compétences-là avant, puisqu'elles ne sont enseignées nulle part. Et 2 semaines, j'insiste et j'en resterai là, je laisserai la parole à M. Mercier. 2 semaines d'immersion très importantes, surtout pour ces semaines, c'est les mois d'hiver. On a parlé de plan alimentaire saisonnier. Il y a de ça aussi, c'est aussi de pouvoir travailler dans cette période un peu trouble entre janvier et mars où sur les étals on commence à en avoir marre des carottes et des choux, et bon, les petits pois ils sont encore loin quand même, et pour pouvoir un peu démontrer aux cuisiniers que voilà, on peut continuer à s'amuser en cuisine avec ce qu'on a, et remotiver un petit peu les troupes. Donc une fois que le diagnostic a été fait, il y a une mise en œuvre qui s'est mise donc à Maristes-Bastier. Et là, Vincent Mercier, vous avez des éléments très tangibles à nous donner. Je précise qu'on essaye d'aller un peu vite parce que si vous avez des questions-réponses, tout le monde sera disponible ensuite. Alors, on continue la suite de notre histoire. Nous avions une volonté politique avec un projet qui comportait un certain nombre d'invariants. Pour introduire mon propos, je précise que je parle au nom de l'ensemble des collègues qui ont été impliqués dans la mise en place de ce projet, qui a mobilisé une très large partie de la collectivité, de la direction générale. Oui, il a fallu décloisonner tous les services. Il a fallu vraiment raisonner de manière décloisonnée, revoir un certain nombre de modes de pensée, de fonctionnement pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc j'emploie un nous qui représente le collectif qui a été impliqué dans cette action-là. On avait une intention politique avec des invariants, on l'a dit, travailler des denrées brutes, écolabellisées, tendre vers un approvisionnement en circuit court, aussi local que le permet le Code des marchés publics, on y reviendra. Le faire dans le cadre d'un projet d'éducation à l'alimentation saine et durable au sein d'un quartier populaire, créer du lien entre les équipes de cuisine, les enfants et la communauté éducative. Et enfin, dernier point, mais c'est évident, une réelle exigence en termes de qualité des denrées servies. Le deuxième invariant, très important, c'était que cette expérimentation ait une valeur d'exemplarité. À deux niveaux principaux. Premièrement, la maîtrise des coûts. L'objectif, c'était vraiment de démontrer que ça coûtait au moins le même prix que la liaison froide, voire éventuellement moins cher si possible.
et d'exemplarité en termes de satisfaction des convives et des familles. Et enfin, au service de cette exemplarité, il nous a été demandé d'aller sur le niveau le plus élevé de la certification EcoCert en cuisine, sur les aspects environnementaux. Donc là, je vais être à partir de ce cahier des charges très exigeant, il nous a fallu définir ce projet de restauration qui intégrait l'ensemble des attendus politiques et des prérequis et conseils techniques fournis par Nourrir un avenir. Bien évidemment, nous avons lancé des études, marché de maîtrise d'œuvre et marché d'équipement pour toute la partie technique, puisque cette transformation de la cuisine Bastier a coûté à peu près 290 000 € hors taxes, répartis à part quasi égale entre travaux et acquisition d'équipements de restauration professionnelle. Donc nous avons créé une quarantaine de mètres carrés qui nous manquaient pour créer une cuisine de production par la suppression de la ligne de self qui s'accompagnait d'un projet de passage en service à table pour le réfectoire élémentaire. Bien évidemment, ça a supposé une réflexion sur l'aspect ressources humaines. L'objectif dans cet axe-là, la volonté était de placer les équipes au cœur du projet. Donc on a acté un recrutement anticipé, notamment du chef de cuisine et des commis, donc 6 à 9 mois avant l'ouverture programmée, de manière à pouvoir mettre en place de la formation, mettre en place une certaine forme de cohésion d'équipe, de sensibilisation, les impliquer vraiment très en amont du projet, jusqu'au choix des équipements de cuisine, dans le cadre du marché qu'on a passé. Il y avait des attendus de reconversion des personnels d'office en liaison froide. On a dit transformer des gens qui réchauffent des barquettes en cuisiniers, donc, et en partant pour le choix des commis de ces personnels-là. Intégrer également des personnels, des salariés en insertion, notamment pour renforcer l'accompagnement à table des enfants. Et quatrièmement, adosser tout ça à un plan formation que Madame Diran a présenté et dans lequel les semaines d'immersion étaient vraiment des moments forts qui ont favorisé la cohésion d'équipe et nous ont confirmé la faisabilité du projet. Le plus difficile... Ouais, là, on arrive sur un os, c'est la culture dans l'exercice, c'est bien évidemment transcrire cette ambition denrées écolabellisées, circuits courts et aussi local que possible, à l'intérieur des contraintes que nous posent, des contraintes que génèrent les règles de commande publique. On a décidé de le penser, partir petit, mais d'aller loin, de penser cette action-là en 2 temps. Un premier marché de courte durée, relativement simplifié, qui visait à nous donner une base de fournisseurs stable, qui répondait à ces attendus, pour lequel Nourrir l'Avenir nous a accompagnés. Je laisserai la parole à Madame Diran pour nous présenter la démarche, nous accompagner sur l'aide à la rédaction des pièces et le sourcing, et nous donner le temps d'une période de 6 à 9 mois pour procéder à un sourcing très intensif qui a été réalisé par ma collègue Ludivine Floirac pour présélectionner, voir quelles étaient les potentialités locales pour répondre à ce cahier des charges dans le cadre d'un nouvel appel d'offres à venir à partir de la 2e année de fonctionnement. Donc là, nous sommes actuellement à cette étape-là. Un certain nombre de fournisseurs potentiels issus de ce sourcing sont d'ailleurs présents dans la salle ou participent à certaines tables rondes. Et donc c'est un marché sur lequel nous allons formaliser cet été et qui sera publié à l'automne prochain. Je laisse Madame Diran présenter. Bien sûr, merci. Oui, sur cette phase accompagnement technique sur les marchés publics, pareil, un choix raisonnable, on va dire, d'avoir un marché assez simplifié, adossé à cette volonté d'avoir en même temps un marché court qui permet de sortir et peut-être d'avoir plus de fournisseurs sur une seconde phase. Donc, nous avons pu donc accompagner Romainville sur cette partie. Ce qui est le plus complexe, dans toutes les collectivités, on ne pourra pas que pour Romainville, ça va être d'évaluer précisément les besoins. Et c'est des données techniques, financières, en volume qui sont nécessaires pour pouvoir établir ces marchés. Donc là, on a travaillé aussi
avec Isabelle et certains outils qu'on a pu développer, on vous en parlerait sûrement plus tard, au niveau de Nourrir l'Avenir, pour pouvoir déterminer précisément quels sont les besoins des collectivités en termes de tonnes de patates. La volonté directement, et qui simplifie beaucoup de choses, d'aller directement vers du 100% bio. Voilà. Éviter de multiplier les fournisseurs, les sources, etc. Avec un résultat qui ne peut jamais être parfait la première fois, jamais. Je ne connais aucune collectivité qui est satisfaite à 100% peut-être de son premier marché. C'est des choses qui peuvent se faire que progressivement, en apprenant à connaître ses fournisseurs, en rencontrant d'autres. C'est un travail de longue haleine, de coopération aussi avec certains producteurs. Donc en tout cas, le résultat est là, 100% de denrées fournies, tout en bio. Donc le cahier des charges est rempli. Mais alors justement, Ludivine Floirac, l'approvisionnement et le sourcing, ça consistait en quoi? Parce qu'en Ile-de-France, on se dit comment est-ce qu'on peut, on peut fournir 100% bio, local, de saison, pour des volumes importants? Eh ben, le sourcing, ça consiste à aller à la rencontre des producteurs. Déjà des agriculteurs qui ne sont pas forcément tous formés au marché public, qui ne fournissent pas forcément des collectivités. Donc c'est aller à leur rencontre, participer à différents salons, comme le salon de l'agriculture. C'est quoi être formé au marché public quand on est agriculteur? C'est expliquer à quelqu'un ce qu'est un acte d'engagement, comment ça se remplit, à quoi sert un bordereau de prix, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. On a certains mêmes attendus formels de la part du Trésor public pour le paiement des factures, qui ne sont pas du tout dans les habitudes du secteur. Je pense à la formalisation de devis. On a des fournisseurs qui ont des logiciels qui ne prévoient même pas cette possibilité-là. Donc vous voyez à peu près la révolution qu'il faut engager et l'accompagnement qui est nécessaire à tous les niveaux pour accompagner ce changement. Et en tout cas, l'expérience prouve qu'il n'y a pas de martingale dans ce domaine-là. Il n'y a pas de rédaction miracle qui vous permet de passer au localisme. Mais c'est un travail de fond, de terrain, qui de vraiment travailler au plus fin de son réseau de contacts, des échanges qu'on a, d'anticiper aussi l'information, disant nous allons publier notre marché, il aura telle ou telle forme, les attendus sont celui-là, et voilà. Donc c'est vraiment un travail d'aller-retour constant entre la commande publique et puis l'agriculteur qui lui est dans ses champs normalement. Oui, tout à fait. Et qui ne fait pas de devis, sauf sur un petit cahier à souche. Alors si je peux me permettre un petit commentaire là, sur les marchés publics et sur la révolution que ça implique de faire respecter le code des marchés publics à des agriculteurs, etc. La question du plan alimentaire de territoire que Aurélie Bénazé a développé, qui est une cofondatrice du collectif Les Pieds dans le Plat et qui est aujourd'hui embauchée au conseil départemental de Dordogne, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment une révolution dans la manière de se fournir en aliments, non pas à partir de l'offre, mais à partir des besoins. C'est-à-dire qu'on part des besoins, donc on se dit mais combien on a besoin de tonnes de carottes, combien on a besoin de céréales, combien on a besoin de rutabaga. Et là, après, on peut aller voir les paysans et leur dire bon bah là, pour 1 année, 2 ans, 3 ans, j'aurais besoin de tant de quantité. Et en fait, en Dordogne, en expérimentant ça, ils se sont rendus compte que la surface nécessaire pour approvisionner toute la restauration collective de Dordogne, c'était ridicule, quoi. C'était même pas 0,05% de la surface agricole. Donc en Ile-de-France, on peut se dire aussi que c'est pas du tout insurmontable. Et en fait, on peut, si on planifie par les besoins, si en fait on produit par rapport à ce qu'on a besoin, et non pas, ça paraît du bon sens, mais malheureusement aujourd'hui on produit des quantités énormes pour aller exporter au Guatemala ou je sais pas où, ça n'a aucun sens, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une manière de faire de la politique publique qui est censée en fait, et une utilisation responsable de l'argent public. Et accompagner aussi, si je peux me permettre, c'est aussi avoir une certaine souplesse, c'est-à-dire rassurer aussi les agriculteurs en leur disant aujourd'hui j'ai pas de carottes, c'est pas grave, je prendrai un autre une grande légume. Flexibilité, y compris en cuisine, c'est-à-dire s'il y a des canicules, on n'a pas les tomates qu'il faut, on va faire autre chose. Grande formation en tout, grande flexibilité. On verra tout à l'heure parce que dans la deuxième table ronde, on a une productrice qui nous parlera un peu de ses besoins pour pouvoir travailler en restauration collective. Donc, le sourcing est fait.
les ressources humaines sont en place, elles sont formées, et ça démarre. Et ça donne quoi? Alors, oui, le suspense était à son comble. Vont-ils réussir à l'ouvrir? La réponse est oui. L'ouverture le 10 janvier 2023. Une cuisine qui fonctionne. Hein. On a 320 à 340 repas par jour, donc de 75 à 80% des enfants inscrits au sein du groupe scolaire. On a accompagné ça depuis l'ouverture d'une très forte mobilisation des équipes de vie scolaire, de la direction de la petite enfance et d'éducation, notamment à ATSEM, équipe d'animation. Un plan formation a été mis en place à leur attention. Il y a une démarche qualité qui a été co-construite avec eux sur comment on accompagne l'enfant à table, sur comment on participe sur l'annonce des plats, la sensibilisation, l'incitation à goûter. Donc une très forte mobilisation des équipes, au-delà même de l'équipe, l'implication naturelle de l'équipe de cuisine. On a également travaillé à la mise en place d'une première étude d'impact dans le cadre d'un programme de recherche sur l'éducation et l'alimentation copiloté par AgroParisTech et Paris 13, programme modalité A sur lequel on travaille avec l'établissement public Est Ensemble. Donc voilà, la cuisine fonctionne depuis 4 mois maintenant. Donc on peut passer au bilan. Alors pour le bilan, premier bilan des enfants ravis. À tout seigneur, tout honneur, je vais passer la parole à Ludivine qui n'a pas compté ses heures et son énergie. Donc la révolution en cuisine, elle est pas que dans les assiettes, elle est aussi chez les humains. Donc en fait, c'est le plaisir aussi du cuisinier et des commis de cuisine de produire des repas que les enfants mangent. Voilà, parce que quand vous servez des repas et qu'une grosse partie part à la poubelle, c'est quand même difficile pour la personne qui travaille. Donc voilà, c'est la valorisation des équipes par rapport au travail qui est fourni. Et ensuite, il y a aussi l'implication, pour qu'un projet réussisse, c'est l'implication effectivement des équipes de cuisine, mais aussi de toutes les équipes. Donc il a fallu impliquer les équipes d'ATSEM, les équipes d'animateurs dans ce projet-là, en sensibilisant autour du qu'est-ce que c'est manger bio, qu'est-ce que c'est manger local, qu'est-ce que c'est qu'accompagner les enfants dans cette façon de manger. Voilà. Surtout leur expliquer, parce que j'ai parlé à quelques personnes de la cuisine, parfois elles ne savaient pas décrire les ingrédients qui étaient contenus dans les plats et les barquettes qu'elles servaient. Donc là, en revanche, il y a une vraie... on sait ce qu'on mange, quoi. Exactement. Une vraie pédagogie par rapport au goût et à ce qu'on va manger. Et après, la réussite, c'est aussi ce qu'on voit, c'est-à-dire que la diminution du gaspillage alimentaire... est radicale. Qui est radicale. Effectivement, on est passé de 95 à 120 grammes par repas servi au sein des offices en liaison froide à 35 à 50 grammes par repas servi sur Maristes-Bastille. Donc en pourcentage, ça fait presque les 3/4, 75%, 80% de réduction du gaspillage alimentaire par fois. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Vous allez obtenir tout à l'heure, on verra, une super certification. Enfin, ok. Ça fait partie des enseignements 4 mois après l'engagement. Et puis, surtout, pas surtout, mais aussi, il y a une histoire de coût. C'est-à-dire que tout ça, l'objectif était que ce soit fait à coût constant. Et c'est même plus qu'atteint. Alors, oui, tout à fait. On avait établi un coût cible pour la partie denrées, achat de denrées, à 2,25 € TTC par repas. À titre de comparaison, le budget denrées d'une cuisine centrale pour un repas de
scolaire, maternelle ou élémentaire doit être proche, alors c'est un peu dur à dire avec l'inflation, mais doit tourner avant l'inflation qu'on a connue, était compris entre 1,30 € et 1,50 € dans le meilleur des cas. Pour autant que les chiffres communiqués par les cuisines centrales soient justes d'ailleurs à cet égard. Donc c'était quand même un investissement important. C'est un coût qu'on a fixé avant les pics inflationnistes que nous avons connus. Nous sommes là, puisqu'on a fait des rapprochements comptables, là, donc il y a quelques variations par rapport au dossier de presse la semaine dernière. Nous sommes proches de 1,94 € par repas. En coût matière TTC. Je précise, c'est pas Et comme neutre. vous avez en plus le goûter. Et le goûter est on l'a cité, à 64 centimes en coût matière. Et sur la partie prix, on a, comme je vous avais dit, dans les invariants du projet, il y avait vraiment démontré que c'était viable économiquement et démontrer que l'habitude de penser qu'ont acquis les collectivités territoriales de se dire il n'y a que la massification qui peut permettre de maîtriser les coûts, la cuisine sur place est trop compliquée, et même encore jusqu'au mois de décembre, j'entendais un certain nombre de collègues qu'on a quand même invité, me dire que ça allait coûter plus cher, que ça allait être un gouffre. L'expérience, les coûts qu'on constate par rapport aux mêmes coûts observés dans nos offices qui sont toujours desservis en liaison froide par le syndicat intercommunal qui nous dessert, le CIRESCO. Alors, on a mis toute la décomposition du coût, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas être trop long. Pour échanger avec les passionnés de contrôle de gestion lors de l'inauguration à 18h30. Nous sommes sur un coût hors personnel d'animation dans nos offices en liaison froide, coût constaté de 7,37 €. Comprenant 4,12 € d'achat du repas livré depuis la cuisine centrale, donc à décongeler avec des coûts de personnel restauration. Nous avions un coût d'objectif à 6,71 € avec les 2,25 € que j'ai mentionnés. Et nous sommes actuellement sur un coût constaté à 6,40 €. Ce coût intègre l'amortissement sur 10 ans des travaux et des équipements de restauration et 10 000 € de fonds de roulement en dotations et amortissements annuels. On n'aura pas besoin cette année, mais qui, dans la vie de la cuisine, seront nécessaires. Ce qui nous permet de dégager un résultat brut immédiat hors amortissement de 1,87 € par repas et un résultat net, si on tient compte des amortissements que j'ai cités, de quasiment 1 € économisé par repas. Donc ça prouve qu'on peut faire sain, on peut faire durable, on peut faire bio, bon, local, bon. Joyeux aussi, joyeux. Parce que j'ai vu les équipes, ils s'amusent bien. Et effectivement, on a un vrai plaisir et motivation des équipes parce qu'on a tous, on parle à notre niveau, le sentiment, les personnels des directions d'éducation sont des personnels toujours très mobilisés, parce qu'ils ont des métiers qui ont du sens et sont tout le temps très mobilisés. Mais dans ce domaine-là, par rapport à gérer du repas en liaison froide, on a l'impression de maîtriser notre outil, de pouvoir ajuster, de pouvoir servir au mieux les enfants et les familles. Et je crois que toutes les équipes sont très fières de cette expérimentation. Si je peux me permettre très rapidement. On va passer aux questions-réponses, mais Jennifer, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Ça prouve aussi que le coût des denrées ne doit pas être une variable d'ajustement quand on voit le coût complet du service. Et qu'effectivement, à 2,25, on avait fait des projections identiques au prix il y a 2 ans et on s'y retrouve. Et quand bien même on serait à 2,35 ou à 2,15, qu'est-ce que ça change ? Vous voyez ce que je veux dire par rapport au coût additionnel ? En fait, on résume. On embauche un cuisinier, on forme des équipes, on anime les cuisines. En réalité, on achète des produits bruts, on les transforme sur place. Tout le monde se régale, moins de déchets. Et à la fin, c'est moins cher. Donc, quelle est la raison de ne pas le faire ?
Ok, il n'y en a pas. Du coup, c'est maintenant la parole est à la salle. Je pense que c'est important pour vous de pouvoir poser les questions, techniques ou pas. Vous avez un panel ici disponible. Donc on a une petite séance de questions-réponses. Est-ce que vous voulez que je vous amène un micro ? Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Alors, Julien Pic, Agence Bio. Ma question, c'est plus en termes de démocratie alimentaire. J'aurais voulu savoir comment vous l'avez vraiment travaillé en amont avec la population, comment ça s'est construit. Ah oui, alors on va prendre 2 ou 3 questions d'affilée, comme ça on aura fait un plein et vous pouvez noter les questions, vous verrez un peu comment vous répartissez la parole. Une question qui est liée aussi à la démocratie alimentaire. Donc les producteurs, vos fournisseurs, comment ils s'en sortent avec vous comme marché? Merci. Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 questions? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Marion Tagnou de France Urbaine, donc les grandes villes, les grandes intercos. On s'interroge beaucoup sur la capacité de réplicabilité de ce type de modèle quand on augmente en fait en taille. Si tout le monde fait comme Romainville au niveau de l'Île-de-France, ça veut dire que tout le monde va aller chercher les producteurs. Donc comment on va réussir en fait à créer un effet levier sans qu'il y ait une mise en concurrence des territoires? Et est-ce qu'à un moment, on n'a pas quand même un écueil marché public qui arrive quand on augmente justement cette demande, sachant que le modèle de la Dordogne est un peu particulier, puisque si j'ai bien compris, les commandes se faisant au niveau des collèges, on a quand même une faculté à être sous les seuils en Dordogne qu'on n'a pas forcément quand on est sur d'autres territoires. François Locheller, Ville d'Arcueil, donc bravo aussi pour ce projet et d'avoir réussi à le mener à bien. J'avais une question sur les personnels en office auparavant, qui étaient dans un fonctionnement donc en liaison froide. Est-ce que vous avez pu tous les emmener dans la nouvelle cuisine? Quelle formation ça a impliqué? Et aussi, j'ai noté que vous aviez anticipé les recrutements, des recrutements de cuisiniers, donc de 8 mois, je crois. Donc comment se sont passés ces 8 mois? Comment ça a été organisé avec ces équipes? Merci Stéphane, je crois que vous avez une question sur la démocratie alimentaire qui est un peu pour vous. Oui, hein. Alors, oui, la démocratie alimentaire, donc c'est ma mission que le maire m'a attribuée. Alors c'est vrai qu'au début, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces 2 mots qui sont à coller. Et pour moi, en fait, ça va dans les 2 sens. C'est à la fois le fait de nourrir le plus grand nombre possible, de manière, comme on l'a dit, saine, durable, donc le plus d'enfants possible, quelles que soient leurs conditions sociales. Et puis en même temps, c'est d'impliquer le plus de monde possible, donc en particulier le personnel, évidemment, et puis les enfants et les parents d'élèves. Donc il y a des commissions qui existent au niveau de la municipalité. Après, je pense que vous pourriez en parler mieux que moi. Donc voilà, puis les associations. Donc, je faisais partie d'une association de parents d'élèves qui a permis d'aboutir à ce projet-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, si vous voulez compléter. Par rapport juste 2 mots. Moi, je crois avoir compris que Isabelle, je l'ai redit tout à l'heure, mais c'est une des particularités par rapport à tous les autres projets qu'on a vus en France, de comment on a réussi à construire une cuisine 100% bio fait maison locale. C'est qu'à Romainville, il y a vraiment une démarche citoyenne, une mobilisation citoyenne, parce qu'il y a des parents d'élèves, dont Stéphane et Isabelle, qui ont mobilisé toute la population pour ce projet-là, quoi. Donc c'est vraiment un projet démocratique qui s'est incarné au sein d'une liste municipale, et ensuite donc la politique publique a fait appliquer ce que les citoyens voulaient. Les citoyens présents. Il y a des enfants qui ont fait des pétitions aussi, par exemple, qu'ils avaient remis à l'ancienne majorité municipale. Il y avait une question sur le changement d'échelle, je crois. Qui veut y répondre? Sur le changement d'échelle, puis je laisserai peut-être... Et sur les producteurs également. Effectivement, enfin, il y a notamment les plans alimentaires territoriaux qui sont aussi là pour ça. La ville de Romainville est associée au plan alimentaire territorial de Seine-Saint-Denis qui est piloté par le conseil départemental. Et ces réflexions sont en cours. Hein. Il y a l'expérience de la Dordogne. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, de la ville de Saint-Étienne qui avait conduit
une démarche de passage à 100% bio sur 5 ans de l'ensemble de ces cantines et qui avait dû travailler avec ces chambres d'agriculture, parce qu'à l'époque c'était 2006 ou 2007, n'arrivait pas à s'approvisionner en circuit court, donc avait dû travailler à l'époque sur les chambres d'agriculture de 2 départements autour de Saint-Étienne pour s'approvisionner. Mais il y a un réel enjeu. Et effectivement, il y a une mobilisation de l'ensemble des collectivités à conduire. Il y a quand même une convergence d'envie politique sur lequel on va essayer de capitaliser pour accompagner la filière. La métropole du Grand Paris aussi est mobilisée sur ce dossier-là. En termes d'échelle, ce qu'on peut dire, nous, le réseau, donc collectif Les Pieds dans le Plat, Nourrir l'avenir, ce qu'on voit un peu partout en France, c'est que la Dordogne, ce qu'ils ont fait en termes d'échelle, ils sont leaders à l'échelle européenne. Il n'y a aucune collectivité européenne qui a implanté autant de cantines fait maison bio locales que la Dordogne l'a fait. Et si la Dordogne a réussi, c'est parce qu'ils ont structuré des filières. Et ils ont passé des années à structurer des filières. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à tout ce qu'il fallait mettre en place, des plateformes logistiques avec des logisticiens professionnels. Il faut former les paysans, il faut les former à répondre à des marchés publics. Enfin, il y a toute une organisation, tout un travail qui est long certes, mais qu'il faut le faire de manière planifiée, qui est nécessaire pour changer d'échelle. Et donc en Ile-de-France, certes, c'est pas la Dordogne, mais en tout cas, on sait qu'en Ile-de-France aujourd'hui, cette structuration des filières n'est pas du tout là. Et elle n'est pas du tout au rendez-vous. Alors, il y a tout un tas de facteurs sans doute, mais il faut que la collectivité publique organise tous les acteurs sur le terrain, planifie et organise en fait toute la filière pour pouvoir créer ce projet, quoi. Et donc ça, nous on se dit que c'est possible parce qu'on nous disait que c'était pas possible à l'échelle d'une commune, on l'a fait. On a dit que c'était pas possible à l'échelle d'une communauté de communes, en fait on l'a fait. À l'échelle d'un département, on nous a dit mais c'est impossible, vous êtes des doux rêveurs, on l'a fait. À l'Île-de-France, pourquoi on n'y arriverait pas, quoi. Ce sera l'objet un peu des discussions qu'on aura plus tard. Et ce sont des questionnements qui sont présents dans toutes les collectivités. On a un réseau national, on intervient partout, que ce soit région parisienne. J'étais mardi dans le Cantal, on a les mêmes questions. C'est on n'a rien, on n'y arrivera pas, on n'a pas de maraîchers. Il y a une vision qui me semble complètement biaisée, que ce soit des élus et des êtres humains en France, sur la capacité à produire de la nourriture, qui est certainement due aux politiques agricoles qui nous font marcher sur la tête, auxquelles on fait face actuellement. Les gens sont persuadés qu'on ne peut pas se nourrir. C'est quand même assez préoccupant. Et en tout cas, ce sont des préoccupations à tout niveau, que ce soit des collectivités rurales, urbaines. On a toujours ces questionnements-là. Mais c'est bien l'objet de cette expérimentation, c'est de déconstruire un peu tout ce qui a été construit pendant plus de 40 ans. Ludivine, je crois qu'il y avait une question à propos des agriculteurs, des producteurs, des fournisseurs. Comment ils s'en sortent avec vous? Alors déjà, ils n'ont pas que nous. Et puis, au départ, c'est ce que je disais, c'est que la plupart du temps, certains ne travaillaient pas avec la restauration collective du tout. Donc, on leur fournit le menu à l'avance. On leur fournit combien on va commander. Comme ça, ils ont une perspective, ils peuvent s'organiser, ils savent combien ils doivent, en tout cas, produire, voilà, pour nous. C'est comme ça que ça leur permet de s'en sortir, parce que voilà, on a un peu une planification pour eux de combien on va leur commander de denrées. Et le temps qu'il faut consacrer, même la charge mentale qu'il faut consacrer à répondre à des commandes publiques, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce que c'est facile pour eux? Ouais, au début, certains n'ont pas répondu. Par exemple, on avait des lots infructueux, donc ils n'ont pas répondu. Donc il a fallu les appeler des fournisseurs, enfin en trouver déjà, les rassurer, leur dire que, comme je disais, avoir beaucoup de flexibilité, leur dire que s'ils ne pouvaient pas nous fournir tel ou tel aliment, c'était pas très grave. Donc il y a eu cette partie-là, et puis après les accompagner, effectivement, c'est les accompagner comme disait Monsieur Mercier, à remplir des bordereaux avec des prix, etc. Quels étaient les lots qui n'étaient pas pourvus? Le poisson et la viande. Normal. Et c'est pas forcément local. Ou alors il faut aller à Dieppe, 150 km de Paris maximum. Ou alors il y a des silures dans la Seine aussi.
Ok, c'est une blague. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour l'équipe qui a expérimenté véritablement la transformation et la révolution? Question sur le recrutement, la formation. Et sur le des recrutement, que s'est-il passé pendant les 8 mois? De la formation, on l'a entendu. Oui, nous avons repris donc trois agents de restauration d'office en liaison froide qui sont devenus commis. Les autres agents qui étaient précédemment sur le site, certaines n'ont pas voulu basculer sur l'expérimentation, donc elles ont intégré d'autres offices sur les postes que libéraient les collègues qui ont été retenus pour l'expérimentation. Pour l'anticipation du recrutement du chef de cuisine, alors Samuel est dans la salle, comme il n'a pas sa toque, je le repère moins bien qu'à midi. Vous pouvez vous lever, Samuel? Déjà, on peut le saluer. Recruter. Et puis toute son équipe qui est à côté de lui aussi. Levez-vous, mesdames. Voilà. Elle va être restarifiée au moment de la remise du label EcoCert. L'idée, c'est que ça n'a vraiment pas été du temps perdu parce que Samuel a piloté l'équipe dans son fonctionnement qui est resté en liaison froide jusqu'à l'ouverture. Ça ne l'a pas empêché de cuisiner avec le matériel qu'il avait à disposition à l'instant T, notamment des goûters, des desserts, etc., qui ont quand même un peu, et même franchement beaucoup amélioré l'ordinaire du restaurant. Et puis ça nous a donné le temps d'apprendre tout un tas de choses qu'on avait besoin d'apprendre, travailler avec nos fournisseurs, composer les menus par rapport au plan alimentaire. Donc il y a eu beaucoup de drafts, brouillons, aller-retour, jusqu'à ce qu'on maîtrise bien tous les prérequis de l'exigence du plan alimentaire que nous avions. On a dû apprendre tout un tas de choses et ce temps-là, il n'a vraiment pas été perdu et il a été vraiment essentiel au fait qu'on ait bien démarré et qu'on soit aussi serein au bout de 4 mois. Je pense que tout était globalement assez bien réglé en amont du lancement et ça nous a vraiment permis d'être sur un fonctionnement très serein et ça a été essentiel, je crois, à la réussite du démarrage. Anticiper et former, ça va être la clé. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 questions supplémentaires et puis après on va passer à la remise du label. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Frédéric Fring, je suis agriculteur bio en Seine-et-Marne. D'ailleurs, ça doit être mes potimarrons qu'on voyait en photo tout à l'heure. Tout à fait. Je les ai reconnus. Donc, voilà. Donc moi, je fais des fruits et légumes bio sur ma ferme que je commercialise à travers la coopérative bio d'Île-de-France à la restauration collective. Donc, je voulais dire par là que dans la région, on a quand même une structuration de filière qui existe depuis un petit peu plus de 10 ans, qui est dimensionnée et qui fonctionne assez bien pour livrer la restauration collective, mais aussi des magasins de grand public. La filière bio, par rapport à est-ce qu'il y aurait assez de production dans la région, c'est une question qu'on a assez souvent, mais pour l'instant, c'est en croissance tous les ans. On est un petit peu moins de 40 000 hectares de terre en bio en Île-de-France. Et pour avoir un peu un ordre de grandeur, un hectare, ça fait, suivant les légumes, ça fait autour de 20 tonnes de légumes par hectare, ce qu'on peut espérer avoir, un peu plus, un peu moins, suivant, mais dans la moyenne, on doit se rapprocher que ça. Donc 40 000 par 20 000, je ne maîtrise pas trop le calcul mais à ce niveau-là, mais ça fait quand même une quantité de production qui est vraiment très importante. Et on parlait tout à l'heure qu'il fallait que les cantines planifient, enfin une idée des besoins qu'ils ont, mais si vous faites le travail, vous vous rendrez compte que finalement, les besoins ne sont pas énormes au regard de la capacité de production, qui est déjà existante. Donc c'est 40 000 hectares, 650 agriculteurs à peu près, et puis avec déjà un petit peu toutes les productions diversifiées qu'on peut trouver dans la région. Donc la production est là. Donc votre question était plutôt une façon de nous rassurer que voilà. Peut-être tout était là et que tout pouvait... C'était pas vraiment une question, c'était plus pour rassurer, pour dire tout est là. On a la capacité on s'est organisé, on a la capacité de vous livrer. Et vous savez remplir des bordereaux.
On sait remplir les bordereaux. C'est vrai que c'est pas évident pour un agriculteur individuel. C'est vraiment contraignant les appels d'offres. C'est pour ça que, moi individuellement, j'ai déjà eu des cantines autour de chez moi qui m'ont posé la question. J'ai jamais voulu me lancer parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais grâce à cette coopérative, il y a Alexia et Nicolas qui s'occupent de toute cette partie-là et nous libèrent du temps, parce qu'en même temps, c'est du temps. Tout ce temps où on est à vous livrer, où on serait à vous livrer, où on serait à remplir ces bordereaux, on n'est pas dans les champs en train de faire pousser nos légumes. Et moi, je préfère être dans le champ que devant mon ordinateur. Donc voilà, c'est une organisation qui me va bien. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a une question qui finirait par un point d'interrogation ? Bonjour, Émilie Zuster pour les politiques éducatives de la ville de Montfermeil. Donc, bravo pour votre démarche, parce qu'effectivement, c'est l'avenir, en tout cas à mon sens. Ma question, c'est ce site donc, décidé comme pilote, mais quelle temporalité pour le développer, le propager sur les autres offices de la ville ? Alors, on a un plan de généralisation sur 10 ans, à peu près. Oui, parce que là, vous êtes à 320 repas. L'objectif, c'est d'aller à 2800 repas à jour sur les 10 écoles de la ville. Tout à fait. Les 16 écoles pardon, de la ville. Alors, je veux bien réagir moi, à ce qui a été dit tout à l'heure sur la structuration des filières à la COP Bio-Île-de-France. C'est les personnes de la table ronde, donc ceux qui étaient dans l'opérationnel, qui ont essayé, qui ont regardé si les structures étaient assez structurées pour faire tout ça. J'ai compris qu'il y avait des besoins, mais peut-être qu'il n'y en a pas selon ce que vous dites. En tout cas, ça va être abordé dans les tables rondes. Et je voudrais revenir aussi sur la question de la formation des personnels et des commis. La question de la centralisation des cuisines ou de la décentralisation, ça c'est quelque chose de central qu'on a remarqué à l'échelle nationale de ce qui se passait. C'est que quand on centralise des cuisines, souvent on se retrouve avec des cuisiniers qui avant cuisinaient pour leurs enfants un petit nombre de repas, mais en direct, qui se retrouvent, après un projet de centralisation, à faire le ménage dans une cuisine centrale. Décentraliser, c'est aussi ça, c'est revaloriser le métier de cuisinier. C'est-à-dire que des cuisiniers, ils sont là pour cuisiner pour les enfants et pas pour répondre à une rationalisation gestionnaire d'un système industriel de production alimentaire. Merci pour ces précisions. Est-ce que Mina Gaëtri... Ah non, il y a encore une question ? Ok, d'accord. Bonjour, Anne-Claire Lapine, je fais du conseil en agroalimentaire et j'anime des ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable. J'avais une question sur les repas végétariens. Est-ce qu'il y en a plus par rapport à avant ? Comment ça s'est passé pour les équipes en cuisine ? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en œuvre et comment ça a été accueilli par les élèves ? Écoutez, je vais répondre. Il y en a plus qu'avant, oui. Déjà, à chaque fois qu'il y a de la viande, il y a une alternative végétarienne qui est proposée. Ensuite, on a à peu près à 2 repas végétariens par semaine. Pour les équipes de cuisine, ça n'a pas été plus compliqué que cuisiner le reste. En revanche, ça a été effectivement une formation avec le collectif Les Pieds dans le Plat à la SIG Nourrir l'Avenir, parce que ça veut dire utiliser des protéines végétales. Chose que voilà, il faut se former à ça, comme se former en cuisine, et on n'était pas, enfin les équipes de cuisine, j'ai dit on parce que j'ai aussi cuisiné, on n'était pas forcément formés à ça. Au déjeuner, là, par exemple, on a eu un cookie à base de lait de soja, lequel a été fabriqué par les cuisiniers à partir du soja. Et donc, c'est pas forcément des plats tout le temps végétariens, mais on intègre les protéines végétales au fil de différentes préparations. Oui. Et de semences paysannes, le soja étant de Dordogne en semences paysannes, ce qui est un autre aspect politique de la chose. J'ajouterais que c'est beaucoup plus simple avec ce format-là qu'avec un modèle cuisine centrale, parce qu'on sait choisir les recettes qui plaisent aux enfants. Et il est quasiment impossible de travailler correctement de la protéine végétale en liaison froide, parce que ça condamne à faire des ragoûts ou des choses qui ne plaisent pas du tout aux enfants. Donc, d'ailleurs, en comparaison par rapport à nos offices qui sont toujours en liaison froide, quand il y a des plats végétariens, enfin, la quantité de gaspillage est
très très élevé parce que les recettes ne sont pas adaptées. Et il est très difficile, alors qu'on n'en a quasiment pas à Bastier, on n'a quasiment pas d'écart. Hein, donc. Et je rajouterais juste très rapidement que c'est aussi une question de lien humain entre les personnes qui cuisinent et les personnes qui mangent. Et c'est ce qu'on perd dans les cuisines centrales. Et ce lien qui paraît anodin, qui rentre pas dans un fichier comptable, quand on calcule les coûts, bah ça, il ne se retrouve pas dans le fichier comptable, mais il est vraiment réel. Et c'est ce qui permet vraiment de réduire le gaspillage aussi. Parce que quand les enfants, ils savent qui a fait à manger, c'est quand même des aliments qu'ils mettent dans leur corps. Et donc, il y a une question de confiance, il y a une question humaine, en fait, qui n'est pas comptable, mais qui est bien réelle et qui a un impact. On parlait des enfants, justement. Ils sont là. Est-ce que vous voulez bien venir sur scène pour témoigner de cette révolution délicieuse avec l'équipe de cuisine? Samuel. Merci à tous. Alors, on a maintenant une remise de label. Est-ce que l'équipe de cuisine peut venir également pour cette remise de label? Madame Écossert. Vous avez mangé quoi à midi? Vous savez ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, on a mangé des potatoes ou des frites, je sais plus, avec de la viande et avec des pois chiches pour le végétarien. On a mangé aussi des cookies qu'on vient de parler avec le soja et le chocolat. Et je trouvais ça bon, j'aimais beaucoup et je trouve que la cuisine d'aujourd'hui est mieux qu'avant. Grâce à... Oui, ça c'est vrai aussi. Un yaourt à la fraise. Il y avait aussi un yaourt à la fraise qui était bon. Et l'équipe de cuisine qui est là, donc Samuel le cuisinier, tu peux nous présenter ton équipe? Bonjour à tous. Je vais présenter l'équipe. On va partir de là. Maïmounia. Il y a aussi Aziza. Fatima. Comment t'appelles Leïla? Leïla. Oui, c'est notre petite blague. Au début, je l'appelle tout le temps Laetitia. Diobo. Il y a aussi Salia. Et Mariama. Ok. Samuel. Je suis fier de cette équipe. Franchement, ouais, vous tous, merci. Je dis bravo à cette équipe. Si je suis là, c'est à cause d'eux. Je tiens aussi à remercier la municipalité. Bonjour, du coup je suis Mina, auditrice de la société EcoCert.
J'ai assuré l'audit du label en cuisine en avril dernier au sein de l'école. Donc le label en fait s'articule en plusieurs niveaux. Vous avez le niveau 1, 2, 3 et donc une carotte, 2 carottes ou 3 carottes qui sont décernées à l'établissement en fonction. Initialement, l'école avait décidé de se faire certifier sur le niveau 3. Après audit, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'exemplarité, notamment en termes d'approvisionnement bio sur cet établissement. Donc EcoCert a décidé d'attribuer le label Excellence également, en plus du niveau 3, pour votre établissement. Je vous félicite. Et je vous remets... Et on remercie aussi Monsieur Lebray de l'établissement, Maryse Bastier. D'accord. Hip, hip, hip. Merci à tous ces révolutionnaires délicieux. Un petit discours de Samuel. Donc je vous laisse un micro. Allez-y. Hop. Comme les nouveaux, j'avais un petit speech. Je voudrais dire quelques mots, surtout d'où je viens, des Antilles déjà, mais bien sûr aussi de la restauration collective, industrielle. J'ai travaillé pendant 10 années dans des cuisines centrales où il y avait seulement des paires de ciseaux. Ciseaux, pourquoi? C'était juste pour ouvrir des poches. Des poches et des ouvre-boîtes. Après, je suis rentré ici. Je suis très ému déjà. Cela me rappelle la cuisine d'emballage, mais ce n'est pas de la cuisine. Aujourd'hui, grâce au travail engagé par Maryse Bastier, je cuisine vraiment. Et je cuisine des produits qui ont du sens, qui ont une histoire, du bio, du local et de maison. Du sens, les jeunes cherchent. Dans cette époque complexe, j'ai envie de partager avec vous mon histoire personnelle. Mon fils, qui a 21 ans, avec qui j'étais un peu en foi, maintenant, on s'est rapprochés. C'est grâce au bio, parce qu'il est très écologique. Ouais. Il est même plus bio que moi. Il connaît le bio avant moi. Encore un mot, je voudrais remercier les copains du collectif, la SIC, Isabelle Botenier,
Isabelle. Oh là là. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Isabelle? Il n'y a pas de mots. La mairie. Tout la mairie. Jean-Marc. C'est Fatima. Et aussi, je voudrais remercier encore une fois Aziza, Fatima, Leila, Djoboro, Salia, Maïmounia et Mariama. Merci à tous.